Salut la compagnie, c'est Jules Melon et aujourd'hui dans l'Impro Ciné Critique, je ne suis pas seul. Pour la première fois sur la chaîne, je vous présente l'ami Albator, mon collègue de la 7e Coucou! illusion. Comment que ça va bien? Ça va bien, Eh ben d'accord. ça va bien, et toi ça va bien? Mais écoute, en cette matinée obscure, nous allons parler d'un film clair-obscur en noir et blanc, peut-être le premier chef-d'œuvre de son réalisateur que tu adores un petit peu, je crois, légèrement tantiné, comme on dirait. Et c'est peut-être l'un des seuls que j'avais pas fait sur la chaîne. Alors t'as de la chance, t'es arrivé au bon moment. On va parler des Sentiers de la Gloire ou Paths of Glory, sorti en 1957, qui va lancer la gloire pour le coup de ce metteur en scène qui va être lancé ici au grand public par un certain Kirk Douglas, producteur, mais aussi acteur principal, bien évidemment, qu'il avait repéré parce qu'il avait beaucoup aimé l'Ultime Razzia, ce film de casse intéressant avec un hippodrome et tout. Donc, aux côtés de Kirk Douglas, on a des acteurs qu'on connaît peut-être ou pas, hein, ça dépend si vous avez vu certains vieux films. On a George McCready, Ralph Meeker, Timothy Carey, Adolphe Menjou qui est là. Alors, Adolphe Menjou qui est un fils de français, c'est peut-être le seul truc français du film, pourtant ça se passe en France, c'est assez paradoxal là. Et on a Joe Turkel qui jouera Lloyd le barman dans Shining quelques années après. Incroyable, non? C'est C'est fou. vrai, c'est fou. Et à la fin apparaît le seul personnage féminin, on fera une zone spoiler à un moment quand même, qui s'appelle alors, de son nom de naissance, Christiane Harlan, mais qui deviendra Christiane Kubrick après, parce que, voilà, il voulait cette actrice Kubrick pour jouer ce personnage. This is the girl, hein, petit hommage à David Lynch Hmm. pour Mulholland Drive. C'est elle qui voulait, et il l'a eu aussi dans la vie. Voilà, c'est une belle Ça aurait dû être histoire. moi. Oui, mais Ça aurait bon, dû être moi. voilà. Il aurait fallu que tu voyages dans le temps et que tu sois allemande, et c'est pas le cas. Donc, C'est vrai. alors, Les Sentiers de la Gloire, c'est un film de guerre. Je mets des guillemets. Je dirais plutôt un film sur la guerre. Ce n'est pas le premier film de guerre de Kubrick, parce qu'il avait fait Fear and Desire avant, qu'il a un peu renié, mais qui est très intéressant, parce qu'il y a une thématique sur l'absurde de la guerre et l'humanité perdue là-dedans. Et il en refera un 20 ans après, un peu plus, je sais plus, j'ai 30 ans après. Bon, bref, le fameux Full Metal Jacket, Ouais. qui est pas dans le même domaine, mais il y a des points qu'on pourrait faire en commun, bien évidemment. Le style guerrier, entre guillemets là encore, mais surtout humanisme chez Kubrick, c'est quand même ce qui revient souvent dans sa carrière. Même Barry Lyndon, il y a un peu un film de guerre dedans, hein, indirect. Et aussi, et Ouais. aussi Kubrick avait énormément de projets de films de guerre qui ont Mm. tous été avortés, comme notamment son Napoléon. Et oui, le fameux Napoléon que Ridley Hmm. Scott, j'ai envie de dire un de ses héritiers, a repris Hmm. par la suite. Et donc dans ce Sentier de la Gloire, nous sommes sur la Première Guerre mondiale. Alors c'est adapté d'un bouquin écrit par Humphrey Cobb. Le titre, lui, est inspiré d'un tableau qui avait fait polémique et qui désacralisait l'idée de la guerre, justement. On parlera de la polémique après, justement, parce qu'il y en a eu en France. Parce que ça se passe en France, alors il n'y a pas d'acteurs français, tout ça. Déjà, beaucoup d'Allemands qui jouent des soldats français. Moi, je trouve ça très ironique. Hein. Tandis que tous les gradés sont joués par des anglophones. Et pendant la Première Guerre mondiale, 1916, hein, France 1916, hein, c'est marqué dès le début, blam, comme ça. Eh bien, la guerre est au point mort. Hein, la guerre des tranchées où des soldats meurent pour rien pour gagner 10 mètres et en reperdre 10 ou 100 mètres. Enfin, c'était vraiment une boucherie, hein, la Première Guerre mondiale, c'était terrible. Et pendant ce temps, vous avez des gradés, tranquilles, qui sont dans leur grand château, parce que c'est un film de classe aussi, Les Sentiers de la Gloire, qui donnent des ordres, souvent des ordres hors sol, hein, vous savez, nos dirigeants qui connaissent pas trop la réalité du terrain. Vous savez, c'est un film très très d'actualité quand même. Et des ordres qui vont amener au casse-pipe des soldats qui ont peur, qui veulent rentrer chez eux, et qui, pour tous, ou pour certains en tout cas, ne veulent pas forcément mourir pour rien. Mais ils vont être obligés de passer à l'offensive pour prendre une sorte de colline allemande là, imprenable. Et si jamais ils n'exécutent pas les ordres, ils sont exécutés. D'ailleurs, au début, on veut carrément les bombes, enfin, ils veulent carrément éliminer sur le terrain, et puis derrière, on va voir comment on peut exécuter certains soldats qui n'ont pas été assez offensifs dans son propre camp, parce que c'est vraiment une guerre interne. Là, c'est même pas la France contre l'Allemagne. C'est des soldats qui sont méprisés par leur hiérarchie, une hiérarchie qui veut toujours avoir raison et qui est prêt à sacrifier ses hommes. Et au milieu, vraiment au milieu, on a le colonel, entre le général et les hommes, joué par Kirk Douglas, le colonel Dax, qui va peut-être tenter d'être une sorte de héros, mais va-t-il pouvoir devenir héroïque à sa façon? C'est un petit peu aussi l'absurdité du style. C'est vrai qu'on prend Kirk Douglas, figure héroïque, coproduit le film, le seul acteur très connu,
Mais va-t-il pouvoir sauver la mise ici, notamment de 3 de ces hommes qui vont être condamnés? Et avec un simulacre de procès, parce que c'est aussi un film de procès, aussi. Voilà. Sorti la même année que 12 hommes en colère de Sidney Lumet, moi j'aime beaucoup cette idée-là, quand même. Alors, c'est un hasard, évidemment. Mm. Et donc, Les Sentiers de la Gloire, qui fête en France ses 50 ans, parce que petite précision, le savais-tu? Il est sorti en 1975 en France, 18 ans après, car il a été censuré. Guerre d'Algérie oblige. L'état-major français et belge aussi n'ont pas voulu montrer qu'on voit dans ce film que la Mhm. France était négative. Alors que c'est pas ce que Kubrick voulait faire. C'est pas ce que Kubrick voulait faire. C'est pas... Il aurait pu faire ça du point de vue allemand, ça aurait été la même chose. On est d'accord? Oui, bien sûr. Mais donc, première question, apprécies-tu beaucoup, beaucoup ce film et comment le places-tu aussi dans ton amour du cinéma de Kubrick? Alors, j'aime énormément Stanley Kubrick. Pour moi, c'est l'un des premiers réalisateurs sur lequel je me suis vraiment intéressé. C'est-à-dire que c'est lui qui m'a donné la passion pour cet art si fou qu'est le cinéma, surtout via un certain film sorti en 1969, dont on a beaucoup parlé ensemble hein, en off, qui s'appelle Hmm. 2000 ans au-dessus de l'espace. Je sais pas si vous connaissez. C'est un petit film de SF assez sympa. Tout ça qui n'a pas du tout inspiré Euh, d'autres films après, pas du tout. non, non, il est assez anodin, mais ça m'a vraiment marqué. Et même, c'est pas le seul, puisque bah, de tous les films que j'ai vus, j'ai apprécié à chaque fois ces films. C'est vraiment un cinéaste qui, pour moi, fait des sans fautes. Et du coup, je me retrouve devant ce revisionnage des Sentiers de la Gloire pour ta petite émission très sympathique, dont je suis très heureux de participer. Et dès le début, bah, en fait, je me rends compte que c'est un film extrêmement dense. Il fait 1 heure et demie, donc ça pourrait paraître court. Mais chaque plan, chaque scène apporte quelque chose à cet ensemble qui parle de la guerre, mais d'un angle assez inattendu, puisque comme tu l'as dit, c'est sur la guerre de tranchées, mais ensuite on va sur le film de procès. C'est un film qui a sa scène la plus grande, la plus ambitieuse, après 30 minutes. Du coup, on peut se dire, mais qu'est-ce que ça va donner après? Et ça donne quelque chose d'encore plus beau, d'encore plus fort. C'est un film qui surprend par l'angle attaqué. C'est-à-dire que ici, comme tu l'as dit, on parle de l'état-major, on parle d'à quel point ils sont en décalage avec les soldats. Et moi, je trouve vraiment que c'est son premier grand film dans sa carrière. C'est vraiment Les Sentiers de la Gloire qui a commencé ce que Dr. Folamour reprendra après, puisque Spartacus et Lolita sont pas, je trouve, au niveau des autres. C'est le film qui a commencé vraiment Kubrick en grand. Voilà. Ouais, d'ailleurs, que j'y pense là, mais c'est peut-être pas un hasard non plus pour Docteur Folamour. Il reviendra au noir et blanc, qui est un choix hein, pour Mhm. Folamour. Parce que, Mais Lolita voilà. aussi, non? Non. Et Lolita aussi. Alors ça fait très longtemps. Oui, il me semble. Alors j'ai un gros doute absolument affreux sur Lolita. C'est l'effet Mandela. Je ne sais plus si c'est de la couleur ou du noir et blanc. Mais ce qui est certain, en tout cas, c'est que on peut en parler là, ce noir et blanc là, déjà, parce qu'on en est là. En 57, il y avait déjà des films en couleur. Hein. Bon, après, Ah, bien budget sûr. oblige aussi, le noir et blanc est très bien. Il y a un choix derrière qui est parfaitement géré par rapport à la photographie, qui renvoie à ces tentatives d'avant Baiser du tueur, en Fear and Desire, c'était plus de bric-et-brac, et l'Ultime Razia, où justement, avec cette tonalité-là, gris, noir et blanc, il va encore plus dans l'humanité et les méandres Mm. psychologiques de ces personnages. Parce que film de guerre, oui, en plus tu le dis très bien, au début il nous offre une guerre de tranchées, hein, vraiment, magnifique, avec un travelling kubrickien, peut-être son premier travelling. Alors, Ah le oui. film fonctionne de travelling en travelling dans les tranchées, plan séquence ou un moment sur le front. C'est les premiers moments où on voit que Kubrick dévoile son cinéma absolu, qu'il utilisera encore plus derrière, pour nous faire croire qu'on va être dans un film de guerre. Mais très vite, on comprend que ça va être un carnage. La caméra, d'ailleurs, on le voit, elle est plus ou moins sur le terrain. C'était rare à l'époque. C'est peut-être un des premiers films qui a une caméra travelling personnage sur le champ de bataille. Parce que voilà, qui accompagne quoi. Mais on voit très bien qu'ils courent vers leur mort et que certains veulent pas aller à la mort. Avant, il y a cet éclairage nocturne aussi. Enfin, ils vont faire les éclaireurs quoi. Où on voit que le noir et blanc et la technique photographique et la mise en forme du film, ce n'est pas de l'esbrouf, c'est pour nous plonger dans l'horreur. Et après, il retourne le truc parce que le film va être très posé,
notamment très centré donc sur des. Alors, on a aussi des plans kubrickiens avec des décors, les personnages perdus un peu dans ces grands décors-là, ce château-là, etc. Contraste entre le château qui paraît immense et trop grand pour tout ça, et les tranchées qui réduisent les personnages à leur destin et à leur chair à canon, quoi. Il y a un grand jeu là-dessus. Et c'est là où c'est la grande force du film, c'est qu'il nous resserre sur les personnages et leur psychologie, que ce soit dans la manipulation, le cynisme, l'absurde, la souffrance face à la mort et tout, face à la mort sur le terrain, face à la mort sur l'exécution. Et on a un grand film psychologique, en fait. On a un film qui est un vrai drame humain. C'est un film de guerre, moi je suis d'accord, hein. Mais c'est pas, c'est au-delà, ça va au-delà. Et même qu'il y a le procès de l'humanité dans ce film, j'ai envie de dire. Enfin, d'une Euh, certaine forme d'humanité. Bien sûr, je sais pas si ça rentre dans les spoilers, mais justement, donc pour ce procès, on va prendre trois soldats au hasard, enfin quasiment au hasard, on va voir ça après. Mais en fait, il retourne ce postulat de base. Donc c'est Miro, le général, qui veut exécuter les soldats. Il veut en prendre 100. Ensuite, on réduit à 12, puis à 3. Mais lorsqu'on prend ces trois-là, on voit que ce sont des humains. Et je trouve que c'est vraiment une force du film. La construction de ces personnages. On nous montre que c'est des gens qui ont une famille, qui ont des enfants et qui veulent pas mourir. Certes, ils sont dans la guerre de tranchées, mais ils sont pas là pour mourir, ils sont là parce qu'ils sont obligés. Ils sont obligés d'aller à la guerre. Du coup, ils retournent ce film de guerre comme ça. Je trouve ça brillant. Je trouve ça On le brillant à voit quel avant. point. C'est-à-dire que même avant les trois soldats, Mm. extraordinaire moment où tu as le général, celui qui a c'est le héros de guerre, il a la blessure de guerre, tu Mm. vois, là, c'est bien marqué, qui arrive comme ça et qui passe en revue en mode pom, pom, pom. D'ailleurs, une sorte de tambour militaire derrière. T'as de l'ironie dans la BO, je Et trouve. je sais pas. Ouais, justement sur cette scène, j'ai un truc à dire, c'est que je sais pas si t'as remarqué, mais il y a plusieurs blessés de guerre qui passent en même temps, et à chaque fois, bah, il ne les voit pas. Un Il ne les mépris. voit pas. Oui, voilà, C'est le il y a mépris. déjà un C'est-à-dire qu'ils sont là mépris. pour crever, de Mm. toute façon. Et quand ils Donc il croisent faut qu'il crève. voilà, mais quand ils croisent ce soldat, donc il est joué par un Allemand, sans une sorte d'accent franco-allemand mélangé, enfin, c'est très, très amusant. Il faut le voir en VO, hein, ce film, c'est très important, encore plus que d'autres, parce que tu sens justement une certaine ironie dans le choix de non-acteurs français, parce que c'est tourné en Allemagne hein, pour la Mm. plupart. Voilà, je pense qu'il y a aussi une idée que c'est pas un hasard. Petite parenthèse dans la parenthèse, il décide d'être dans le point de vue français, parce que le bouquin était comme ça, mais il va tourner en Allemagne, il aurait pu, en réécrivant, retourner le point de vue. Bon, non. Mm. Il montre justement, peu importe, français, allemand, voilà, c'est une sorte d'universalité de la même souffrance et de mêmes êtres humains utilisés. On a eu des films de guerre, on voit les ennemis qui se respectent et tout, parce qu'ils sont soldats, ils savent qu'ils se battent, et ils n'ont pas le choix. Bon là, on l'a pas, mais on a l'idée. Et donc il y a ce soldat, on le voit pleurer, craquer, sa femme, ses enfants, et t'as le général en face qui le méprise, quoi. Il lui met Mm. une petite baffe et tout. Il dit, ah, reprenez-vous, il faut que vous soyez viril et tout. Et c'est un film qui est assez novateur aussi pour l'époque, qui ose dénoncer le masculinisme de la guerre et la virilité, etc. C'est un film très progressiste pour l'époque. Parce que Oui, 1957, des films de guerre comme ça, il y en avait très peu. Hein. C'est souvent, bon voilà, hein, avec les héros, on y les va à la durs. bite au front, quoi. Là, pas vraiment. Hein. Non, mais honnêtement, c'était souvent ça, quoi. Oui, La c'est ça. fleur au fusil, comme on dit. Alors, je vais être Oui, plus. Voilà. c'est une masculinité un peu toxique et il renverse ça. C'est bah par exemple lorsque Miro il regarde un soldat qui a des PTSD, qui est absolument détruit par la guerre, il ignore, il se dit non mais il est pas c'est faux ce qu'il dit, C'est dégagez-le, Miro. il n'a pas sa place ici. Voilà, il est Miro Il littéralement, s'appelle Miro. Moi alors, ça bien m'amuse. Est-ce sûr. qu'il y a eu des conseillers techniques français qui ont aidé pour le nom de certains personnages ou que c'est l'auteur de base dans son bouquin? Vous pourrez le dire en commentaire. Parce que Général Miro, il voit pas bien hein, la réalité du terrain. Même quand il est sur le terrain, il comprend pas ce qui se passe. D'ailleurs, il est là en mode, il parade hein, avec cette tranchée. Évidemment, Kubrick qui sera connu pour son réalisme, notamment Full Metal Jacket ou Barry Lyndon après. Hein. Même dans l'éclairage pour Barry Même dans Lyndon, il 2000 est ans. au-delà du truc. Mais là, il sort du réalisme un peu, parce que les tranchées, elles sont bien trop larges pour l'époque, Mm. juste pour montrer, justement, faire passer la caméra, c'est des raisons techniques, mais il se sert de cette idée-là pour faire cette fausse parade-là, et ça renforce l'idée que on a un film réaliste et réel, sur ce qui a pu se passer, mais c'est aussi du cinéma. C'est aussi du cinéma pour faire réfléchir le spectateur. Parce qu'il y a plein d'erreurs techniques. En soi, certaines armes sont pas les bonnes et tout, mais on s'en fout.
On s'en fout parce qu'il y a cette universalité de la même souffrance. Et dans son premier film, Fear and Desire, aussi moyen puisse-t-il être, mais déjà pour un film moyen, c'est très bien, d'une certaine façon, il dénonce l'absurdité d'une guerre où on ne sait pas qui est qui contre qui. Voilà. C'est Mais intéressant aussi, parce que un jour, il faudra, ça mériterait un truc mais tellement à part, une vignette à part. C'est la place de la femme, on y reviendra en spoiler. La femme dans ce bordel masculin de la guerre. Dans Fear and Desire, il y a quelque chose qui se passe. Là, il y a une femme aussi. Puis même dans Full Metal Jacket, on voit la présence des femmes locales au Vietnam. hmm, Très important. Mais ça méritera, on en parlera peut-être dans la zone spoiler. Donc, ici, pour résumer, il est dans l'ultra-réalisme potentiel, Première Guerre mondiale, mais il fait du cinéma. C'est peut-être le film où il va être le moins à cheval sur l'histoire, en fait. ah, Paradoxalement. c'est pas faux. Mais quand tu parlais de parade, en fait, Ouais. dans ces minutes-là, on a un parallèle entre justement le Dax, donc Kirk Ouais. Douglas, qui parade un petit peu après que Miro. Et justement, on voit l'un qui, justement, il n'y a personne dans sa tranchée, et tout le monde le respecte, tout le monde se met comme ça et tout ça. Alors que quand Dax parade, c'est vraiment tout le monde a peur. Tout, il rassemble un petit peu les gens. Je sais pas si tu vois, Elle fait mais le lien. oui. C'est ce chaînon manquant entre les supérieurs Mm. qui paradent dans les tranchées ou qui sont dans leur château, là, et les gens sur le terrain qui souffrent. Et Dax, alors, ce qui est intéressant, c'est que Kubrick, il utilise un procédé passionnant pour Dax, pour montrer que c'est un personnage qui connaît le terrain, lui, et qui est proche de ses hommes. On est de son point de vue, la caméra, elle filme un moment, elle avance du point de vue de Dax à un moment. Mm. Je sais pas si Oui, tu te rappelles, un des plans subjectifs comme ça d'avancée, travelling oui, oui, avant. C'est oui, assez rare aussi où dans on le le voit cinéma à l'époque. avancer avec avec tous les regards caméra. Oui, oui, je vois parfaitement. Eh Mais oui, et du coup, les soldats regardent la caméra, donc regardent les spectateurs aussi en disant, vous voyez, la souffrance, elle est là. mm, Capter le truc. Et Dax, il la comprend, mais il doit obéir aux ordres aussi. Mais il la comprend. Lui, il est là dans cet entre-deux. C'est un oui, terrible entre-deux, des fois. c'est vraiment un soldat qui s'est retrouvé assez haut dans la hiérarchie. Mais justement, Miro et Dax, ils sont diamétralement opposés aussi dans un dialogue où justement Miro dit ah là là, je rêverais d'être à ta place et tout ça. Et Dax lui répond que s'il avait le choix entre combattre les rats et les Raters, je crois, donc des chars allemands, il me semble, bah il Oui, il est préférait vrai. les rats. Voilà. Ce qui montre aussi Ouais. justement ce que Kubrick veut faire avec ce film, c'est dénoncer une certaine bourgeoisie, une certaine lutte de classe dans la guerre, qui prendra encore plus sa place dans le procès après, mais on Ouais. empiète un petit peu sur la partie spoiler. Ben, c'est ça qui est passionnant, c'est que l'armée, c'est Mm. comme beaucoup de hiérarchies, même dans notre société, c'est que souvent ce sont des hommes qui partent d'en bas. Bon, pour l'armée, c'est plus vrai, hein, parce que dans les classes politiques, ça devient douteux. Il y a plus grand monde qui part d'en bas et du terrain. Il y en a qui sont propulsés comme ça, pouf, hein, voilà. Mais ici, ce qui est souvent le cas, à l'armée, tu pars d'en bas et puis tu montes les grades. Donc ces généraux, ils ont probablement été des héros de guerre dans des guerres de fin du 19e siècle, quoi, tu vois, à partir de ce Ouais. principe-là. Et ils en ont oublié la réalité parce que bah voilà, ils se complaisent tranquillement dans leur confort. Ils ne combattent Dans un plus, ils donnent château. des ordres, donc ils ne risquent plus grand chose, si on veut. Et alors, dans ce château, hein, alors ce choix du Mm. château, magnifique château. Alors évidemment, tiens, un château kubrickien. Alors pas le château en tant que lui-même, quoique Barry Lyndon, si on veut, mais ces décors intérieurs très spacieux qui montrent une classe. D'ailleurs, en off, tu me parlais de Eyes Wide Shut, c'est Ouais, pas faux aussi. Même bah si dans c'est sa scène de très procès. différent, mais il y a aussi une sorte de classe qui domine par rapport à des lieux, et il y a une forme de procès aussi indirect dans Eyes Wide Voilà. Shut, hein. Voilà. Oui, oui, bah justement, je te disais que c'était un procès assez similaire, même s'il est diamétralement différent, où dans As Watch Shots, on fait comparaître Tom Cruise devant cette caste très élevée dans la société, il n'appartient pas à ce milieu. Et dans les sorties de la gloire, on fait comparaître trois soldats qui n'ont pas leur place dans ce milieu ici aussi. Ils sont là parce qu'ils ont été forcés. Ils Ça, sont là c'est... parce que ils ont été choisis au hasard. Ou du moins. Bah, on expliquera peut-être, pardon, dans la partie spoiler, mais voilà. Donc, il y a une sorte de répétition dans ce cinéma-là où il fait référence à ses anciens films aussi dans Les Wet Shots. Et bah, Les Sentiers de la Gloire, c'est un film
sur cette bourgeoisie qui est critiquée tout le temps. Moi, bah, le second plan du film, c'est vrai, c'est un plan où il y a deux grands magistrats qui sont censés faire la guerre, mais Hmm. qui se font la guerre depuis un château, comme tu l'as dit. C'est fou. Et même quand Miro va à la guerre, c'est d'extrêmement loin. Il n'est pas comme Dax qui est dans les tranchées et qui essaie de pousser les autres au front dans un conflit qui n'a pas lieu d'être en soi. Parce que donc ils essaient de prendre une forteresse. Mais dès le début, on nous dit non mais c'est pas possible. Mais par un jeu de si j'y arrive, bah c'est moi qui vais gagner en soi, puisque je vais prendre de l'ampleur dans ce petit jeu euh, de classe. Je vais prendre de l'importance. Du coup, Hmm. cette importance passe par la vie de plus de la moitié de son armée, et encore, puisque ça, c'est juste pour prendre la citadelle. Ensuite, il restera donc que très peu de soldats pour la défendre. Donc, c'est une mission impossible, littéralement. Puis Mais ils y vont quand même. puis t'as plein de petits détails. Au début, là aussi, t'as un des chaînons, t'as une sorte de caporal ou je sais pas quoi. Il y en a un soldat qui s'oppose à lui. Il y a un moment Mm. d'opposition et tout, un peu plus bas dans l'échelle. Et on voit, je sais pas si c'est un caporal ou un colonel, parce que c'est compliqué là, les grades. Mais on le voit complètement alcoolique, hein, le gars. Il a Ah oui. sa bibine à côté, là, et en mode, lui aussi traumatisé. Il a beau donner des ordres, mais il est quand même sur le terrain. Et lui, il en peut plus. Parce que non seulement il est sur le terrain, il risque sa vie, mais en plus, il va être méprisé par ses hommes parce qu'il doit transférer les ordres d'en haut. Donc lui, c'est le sale boulot, quoi. Et on le voit, lui, il est complètement en mode l'alcool pour tenir, quoi. Ça, c'est une autre Ah, réalité. Il y a des petits détails comme ça qui montrent que le film est brillamment écrit, alors par Kubrick lui-même, même s'il y a d'autres scénaristes qui ont rejoint le projet. mm. Je pense que c'est d'ailleurs des scénaristes plus ou moins hollywoodiens. C'est un film, c'est vraiment un film très hollywoodien en soi, hein, c'est Kirk Douglas Mm. qui produit derrière, hein, même si je pense pas que ce soit un gros studio derrière, non, à vérifier. United Artists, c'est quand même un petit peu, d'une manière ou d'une autre, pour l'époque, ça commençait à être une société importante. Mais avant d'aller dans la zone spoiler, euh, ce début, en fait, il y a une chose qui fait que le film, peut-être de ce contexte français, a été mal perçu par les autorités françaises, c'est cette introduction avec la Marseillaise, là. Mm. Peut-être que c'est la seule maladresse du film qui fait que on peut comprendre, mais attention, moi je la comprends pas et toi non plus, je sais, cette censure là. Bon, évidemment, s'il n'y avait pas eu la Marseillaise, est-ce que l'armée française aurait paniqué à la sortie du film? Bah, C'est parce que des fois, ça fait toute la différence. Une Marseillaise un peu en tonalité grave et tragique, là, qui déconstruit le patriotisme, qui est d'ailleurs aussi un petit peu critiqué dans le film. la Marseillaise intervient quand le titre apparaît, Les Sentiers de la Gloire. Et il y a une ironie, c'est que regardez vos Sentiers de la Gloire, ils sont horribles. Vous Le envoyez sentier. vos soldats au casse-pipe. Voilà, vos Sentiers de la Gloire, c'est pas du tout la gloire, c'est les Sentiers de l'horreur en fait. Ouais. Du coup, on peut voir une ironie qui est très prononcée dans le film, du coup, qui se répète souvent de regardez, on envoie ça au casse-pipe, mais c'est fini, quoi, c'est mort, c'est de la merde. Du coup, donc je peux comprendre comment ça a été censuré. Je peux, mais jamais je ne cautionnerai ça. Ah Parce non, qu'on a un sacré film. il a Un fallu sacré attendre film 18 ans pour anti-guerre. l'avoir en France, c'est chaud. Et d'ailleurs, cette ironie qui peut aussi dénoncer des trucs et qui retourne la situation, alors, les sentiers de la gloire, les sentiers de la mort, en effet, tu le dis, et ça renvoie au tableau initial donc de Christopher Nevinson, qui s'appelle Paths of Glory, on voit des soldats morts, voilà, dans le No Man's Land. Hein. Donc il y a cette ironie-là. C'est un tableau qui date de 1917, donc c'est vraiment en plein dedans. Et ça a été probablement. Alors, le titre du film, oui. Est-ce que le bouquin reprenait l'idée aussi? Là encore, on ne sait pas trop. Mais c'est assez passionnant, je trouve, cette idée. Et je pense qu'on peut y aller dans la zone. Alors, il y avait autre chose avant la zone spoiler, mais là, c'est plus pour l'anecdote. À un moment, on voit une valse dans le château. C'est une scène qui en dit long aussi. Hein. Pendant que les grandes semondes s'amusent, on va le déranger pendant sa fête parce qu'il y a des gens qui crèvent, hein, attention. Oh là là. Mais il y a une valse de Strauss. Mais attention, Richard Strauss, ou Richard, je ne sais pas comment on prononce en viennois, Strauss, pas Johann Strauss II, qui donnera une des compos de 2001 Odyssée de l'espace, enfin, un des emprunts. Donc c'est pas le même Strauss, aucun lien de parenté, mais c'est marrant, d'un Strauss à un autre, d'un Kubrick à un autre, Hmm. voilà, c'est très amusant. Et on parlera de la chanson de fin, parce que, mais là, on va rentrer pour cela dans la The Spoiler.
attention, même si je pense que voilà, ce film va au-delà des spoils, bien sûr, comme tous les films en vrai. On en a Spoiler tellement donc, parlé que. On en a le tellement parlé procès. que franchement, voilà. Voilà. Ce procès, ce simulacre de procès, attention, hein, procès pour la forme. Et intéressant, on parlait du chaînon d'axe entre l'autorité et les soldats. Là, il fait un choix clair. Il est l'avocat de ces hommes. Mais il sait qu'il sert à rien. D'ailleurs, on le voit souvent un peu filmé en contre-plongée. Derrière, il y a les grands décors. Il est enfermé dedans. C'est Hmm. terrible. Et pourtant, il a le charisme. Il a la figure héroïque sur ces scènes-là. C'est cœur Mais de une figure classe. héroïque inutile. C'est ça la Ouais. terrible force du film. C'est que c'est le héros inutile. Il peut rien. Il est fort. Il est intègre. Mais il y peut rien. Ce procès, très fort ça aussi quand même. Parce qu'il se passe pas grand-chose en soi. On sait comment ça va se terminer. Mais c'est nécessaire. Hein. Ah oui. Bah, ce procès, c'est vraiment la condamnation de ces classes dont on parle quand même depuis 25 minutes, de ces classes supérieures contre des gens qui n'ont rien fait. Et avant même que le premier essai commence, c'était déjà terminé. C'est terrible. Mm. C'est une condamnation, mais dès qu'on rentre en fait sur la tranchée. D'ailleurs, Dax le montre dans le film, le montre toute l'absurdité de pourquoi ils sont tous là en train de se réunir, à essayer d'exécuter des soldats, alors que bah, ils ont été envoyés dans une mission impossible. Et donc, il n'y avait plus personne déjà. Et dès qu'ils sont sortis de la tranchée, la moitié des gens étaient morts. Du coup, à quoi, à quoi bon euh, essayer de punir trois soldats pour montrer l'exemple, alors que C'est ça. l'exemple, ce serait les magistrats qui devraient les donner. Alors, ce C'est qui est aussi ça terrible en que plus, Kubrick parle. Ah ce qui oui, est terrible dans cette histoire, c'est que c'est très inspiré de faits réels. C'est vraiment arrivé. Et l'armée française, mais pas que, mais c'est connu quand même au sein de l'armée française de la Première Guerre mondiale, beaucoup qui ont été fusillés pour l'exemple. Et même un certain maréchal Pétain, qui était héros de guerre sur la première, qui a été ensuite euh, bien au-delà et très en dessous de toute figure héroïque, hein, si vous voyez ce que je veux dire, sur la seconde, sauf et ben par. même sur la première, il a fait exécuter des gens. Donc vous voyez déjà, hein, le héros. Ouais, On dit ça, ouais. on dit rien quand même, en soi. On dit ça, on dit rien. Parce Bah qu'après, ouais. évidemment, il passait de héros à collabo. Mais ça, c'est une autre chose. Mais entre autres, pas que Pétain, mais d'autres ont fait fusiller pour l'exemple. C'est-à-dire, pas de place à la lâcheté. C'est-à-dire qu'il fallait faire peur aux soldats pour les faire aller sur le front et combattre. Donc, ils étaient contre leurs propres hommes, en plus d'être contre l'ennemi. Ce qui n'a plus aucun sens. Voilà. Mais bon, on le voit dans beaucoup de Sauf films pour de le Première RAID. Guerre mondiale. Les films de Première Guerre Hmm. mondiale sont beaucoup plus âpres que ceux de la Seconde, par exemple. On va pas parler de Bah, 1917, ce sera Mendes, parce que oui, pour le oui. coup, 1917 est très inspiré des Sentiers de la Gloire, mais c'est plus pour la gloriole et c'est tout pour la forme. Et le fond, bah, Hmm. voilà. Mais on Voilà, peut le fond, parler il de est mieux. Au revoir là-haut d'Albert Dupontel, qui montre aussi certaines choses. Je sais pas si tu l'as vu, celui-là, Non, j'ai pas mais encore vu, j'ai pas encore vu. l'horreur aussi de la Première Guerre mondiale, qui est quand même Hmm. la guerre la plus violente qu'il y a eu enfin, en termes d'humanité et de dépression absolue, quoi. Bah, en fait, je trouve que ce film d'entraînement des soldats, bah, comme tu viens de dire, on exécute des gens pour rien. Bah, ça ressemble un peu à All Quiet on the Western Front. Donc, Ouais, finalement, je sais plus le titre en français. Voilà. c'est Ça me celui fait qui a beaucoup fait penser, Conclave l'année dernière, voilà, un réalisateur qui a fait Conclave, un bon film de 2024. Voilà. moi, je l'ai pas trouvé si bon, mais ok. Ah ouais, ouais. Mais oui, oui, il y a toujours ce traitement des soldats de regardez, c'est une guerre, mais on est content d'y aller. De base, tout devrait bien se passer. On on les tape et voilà, des deux côtés, hein. Ouais, mais Mais bon. justement, on se rend compte que bon, la guerre, c'est pas ça. Et je pense qu'il n'y a pas eu ça après dans les films sur la Seconde Guerre mondiale parce que on s'en est rendu compte que Bah, c'est pas le conflit espéré. la Seconde Guerre C'est- mondiale, elle a été horrible Oui, autrement, voilà, pour le voilà. génocide, Mm. etc. Bah, même sur le terrain, mais bon, on en parle et Ouais. voilà, on sait ce qui s'est passé. Mais d'ailleurs, le parallèle sur le traumatisme des soldats de guerre entre la Première Guerre mondiale et la guerre du Vietnam, c'est pas anodin que Kubrick ait fait un Mm. film sur ces deux moments dramatiques pour le soldat humain sur le terrain et l'absurdité de la guerre, parce que en termes d'absurdité, la guerre du Vietnam, on envoyait au casse-pipe des jeunes Américains, c'était pas mal aussi. Bah, en fait, bah, comme quand je parlais de répétition, j'avais oublié, mais j'y avais réfléchi plus tôt. Et Full Metal Jacket aussi parle à la même ironie en soi
que Pass of Glory avec le casque de Guignol qui Band to Kill avec le logo de paix. J'ai l'impression de voir la même ironie qu'il a commencé là. Je sais pas Il y a si une, tu... il y a une continuité. Ouais. Ouais, ouais. Voilà, il y a une continuité. Mais il y a des choses qui sont, ouais, on pourrait, je pense, que ça a déjà été travaillé sur des Mm. réflexions, que ce soit par écrit ou etc., des parallèles entre Full Metal Jacket et Sentier de la C'est- Gloire, mais il y a des choses, notamment sur les personnages féminins. Mais là, on y reviendra après. Pour finir sur le procès, donc tu l'as dit, procès qui sert à rien, c'est qu'ils vont être exécutés. Alors tout ce qui s'ensuit, même l'emprisonnement où on les voit, ils commencent à avoir peur. Ils sont plus sur le terrain à mourir là. Ils savent qu'ils vont mourir. Et il y en a un qui craque. Il y en a un qui craque, c'est d'une violence d'ailleurs psychologique, on comprend. Et Kubrick filme ça. Ce qui est aussi pour l'époque, voilà, il filme la personne qui craque, parce qu'on est humain, et face à cette horreur-là, on va craquer. Et à un moment, il y a ce plan sur le cafard aussi. Parler des rats tout à Mm. l'heure, l'animalité aussi qui tourne autour de la guerre, où les humains, certains humains sont considérés comme du bétail ou comme des insectes. Et ce cafard, lui, il va survivre. Voilà, ça c'est le Ouais, message du un voilà. moment. Lui, demain, il est en vie, alors que moi, je serai plus là. Ça Ouais, veut tout dire, quoi. Puis en plus, la voilà. figure du cafard, on sait que c'est l'un des rares animaux qui peut survivre à une attaque nucléaire, par exemple. À une époque de guerre froide où le film a été fait, tu peux toujours faire des petits liens et il prépare Folle Amour, là, un peu aussi. Mm. Indirectement. Voilà, indirectement. Mais, et puis bon, l'exécution. Alors ça, c'est une horreur. Et C'est ça aussi, c'est trop... vrai. Il y en a un qui est blessé, hein, qui est Oui. agonisant, donc il est sur Mhm. civière. Eh ben, figure-toi que ça aussi, c'est vrai, parce que quand on est fusil, il faut qu'il soit debout et qu'il fasse à la mort. Enfin, et c'est déjà arrivé en vrai que on soigne, entre guillemets, quelqu'un qui est pas bien pour le remettre debout et l'exécuter derrière. Là, on est encore dans C'est terrible. l'absurdité absolue. Et là, c'est Oui, même pas ça, c'est qu'on met la civière debout, il est complètement KO, mais on va le fusiller comme ça. Il y en a un qui est les yeux bandés et un qui fait face à la mort. Ces trois exécutions-là sont mis. D'ailleurs, à un moment, il y a une scène, on a l'impression d'avoir. Alors, évidemment, c'est pas la même approche, hein. Mais la vie de Brian de Monty Python sur les croix, là. Alors, c'est pas la même approche, mais on a une forme de c'est pas le même genre. crucifixion des soldats, quoi, hein. C'est Oui. leur calvaire, c'est leur torture finale, quoi. Bah, ils sont trois, comme ceux qui ont été sur les croix avec Jésus. Donc Oui, c'est Jésus et ça. deux autres. Mais aussi, j'aimerais parler de cette mise en scène, de ces plans subjectifs qui regardent la foule, qui essaient d'appeler à l'aide, et de ce plan fixe final qui les montre tous les trois comme ça, qui est absolument froid. C'est froid, c'est une mort terrible. C'est-à-dire que là, il n'y a aucune émotion en soi dans le fait de les tuer, sauf pour Dax évidemment. Mais on voit que eux, ils ont souffert, mais que pour l'état-major, il ne reste que des numéros, des cafards, comme tu le disais. C'est terrible. J'aime beaucoup ce plan, hein. C'est pour ça que j'aime beaucoup. Bah, une C'est qu'on sobriété, hein. montre. Ah, Le c'est plan, sobre, mais c'est parfait. voilà. C'est Et sobre, c'est d'ailleurs, mais c'est parfait on dans les peut deux. saluer Kubrick sur ce film, c'est qu'il montre la guerre avec une sobriété humaine et froide et cynique sur certains points avec l'absurde. Il va jamais jouer sur la suresthétisation comme beaucoup de films de guerre Mm. le font, hein. Il y a certes ce plan de travelling à un moment et tout, mais encore, c'est pour montrer le chaos et justement le fait qu'ils vont au Oui, chaos et au c'est froid. casse-pied. Mais Oui, voilà, il y a c'est. même d'où ce noir et blanc, hein. Il y a ce travail Mhm. sur la photographie qui est une forme de froideur où on Mais sait c'est qu'il sombre. C'est un voilà. film sombre, ouais. C'est un Et film ce sombre, mais qui plan-là sur devient les clair. trois, Ouais. Mm. t'as remarqué, on parle le côté un peu christique et tout, même si Kubrick et la religion, je crois que pas vraiment, hein. Voilà. C'est pas son truc du tout. Ouais. Mais ce qui est terrible, c'est qu'il y en a un qui est pas conscient, qui est dans les vapes, qui voilà. Il y en a un qui veut pas et qui a craqué, qui se bande les œufs, et un qui regarde la mort. Donc c'est trois soldats. Voilà, comment tu affrontes la mort? Trois façons Mm. d'affronter la mort différemment. Soit tu l'as avec courage, parce que finalement le courage, pourquoi pas, hein, voilà. Même si le film justement questionne le fait qu'on veut à Mais tout prix qu'il ne soit pas lâche. Mais il y en a un qui va pas l'être quand même. Un mec qui en peut plus parce que bah là, et il verra plus sa famille machin, et l'autre qui est quasiment déjà mort de toute façon, mais quand même qu'on va fusiller debout. Bah, Et et puis t'as ce. vu le lieu, ils sont fusillés face au château là, Mm. c'est ridicule. C'est. C'est- Oui, c'est ridicule. Mais même dans le ridicule, le courage en lui-même, le courage pour l'état-major, c'est se suicider. C'est Ouais. courir vers le château, se suicider. Et d'ailleurs, C'est.
il y a ce chemin qui mène vers le pilori, là. Il y a le prêtre, là aussi, qui intervient. T'as l'impression d'avoir le lien entre le Mm. clergé et la noblesse. Là. Enfin, Ouais. il y a une dimension historique, même d'antan, aristocratique de la guerre, là, sur ce moment-là. C'est très spécial, je trouve. Mm. Et ça annonce peut-être indirectement un peu ce qu'il voudra faire avec Barry Lyndon, mais très différemment, hein, bien sûr, sur l'aristocratie. Mais de toute façon, Kubrick, il a toujours voulu questionner les systèmes, quels qu'ils soient, face à des gens qui sont les rouages et subissent le système des individus. On voit ça dans Orange Mécanique à mort. Oui, Voilà. bien sûr. Bien Même sûr. 2000 ans Odyssée de l'espace. Même 2000 ans Mais, Odyssée de l'espace, tu vois. mais Kubrick, pour moi, comme je te l'avais dit en off, c'est pour moi le cinéaste qui filme l'humanité. Dans, Ah oui. dans ce film, justement, bah, la scène de fin, on filme l'humanité, on filme que, en soi, cette Allemande et ces soldats français, ils vivent la même chose, ils vivent la guerre. On va en parler de ça. Ils sont tous mal. Dans 2001, on filme l'humanité de ses tout débuts avec le monolithe qui donne une sorte de savoir aux primates pour qu'ils deviennent humains. Puis, dans le même film, hein, on compare l'humanité d'un astronaute qui est extrêmement froid avec celui d'une IA qui montre plus d'émotions. Et ça, on répète ce thème de l'humanité dans tous ces films. Dans Fullmetal Jacket, Bah, on regarde la perte de l'humanité que provoque la guerre avec Baleine, qui avant même la guerre se retrouve détruit. Et exact. et ensuite encore, on filme ça dans la seconde partie. Dans Shining aussi, on montre la perte de l'humanité d'un père. C'est un cinéma qui parle de l'homme, qui parle de l'homme métaphysique, de ce qui se passe dans sa tête. Je trouve ça fort et ce film-là, c'est vraiment celui avant les autres. C'est le premier. C'est celui qui marque, qui pave the way, parce que j'ai que le mot anglais, à Path of tout ce qui Glory. va venir après. Path the Way of Glory. Voilà. Of Kubrick's Glory. Mais, Ah, voilà, c'est la gloire de Kubrick. Il montre la voie, il fait, regardez ce que j'ai fait là, faites-le aussi, mais dans d'autres sens. C'est... mine de rien, là, tu as de quoi écrire ta petite mini-review Letterboxd, là. Hein. La C'est petite vrai. phrase d'accroche. Mais Et avant je de vais parler l'écrire de tout de la fin, suite. cette fin, justement, sur l'humanité, elle est extraordinaire. C'est une des plus belles fins de film, hein, en soi. Enfin, Ouais. c'est la fin, mais il y a encore une petite fin derrière qui replonge vers l'ironie et l'absurde, c'est encore plus violent. Mais Mm. justement, parlons de cet humain principal, le colonel Dax, qui ne va pas pouvoir être le héros qui sera dans Spartacus. Enfin, pour Kirk Douglas, c'est très amusant quand on y pense. C'est terrible parce que même lui, il a une forme d'inutilité dans le bordel, quoi. Et alors, le plus violent dans ce film, bon, entre autres, mais l'une des choses les plus violentes, c'est que le général à la fin, bon, Dax dénonce un général qui a donné un ordre et l'autre général, bon, il va commencer à mettre le nez dedans, il va dire oui, c'est pas normal, quoi. Mais alors, il pense, ce général, cynisme absolu, que Dax fait ça pour prendre la place du général. Il n'a rien compris. Bien Rien sûr. compris. Il pense que Dax agit par ambition, chantage et manipulation. Non, c'est pas parce que toi tu es comme ça que tous les hommes vont avoir la même idée. C'est quand même d'une violence ça aussi. Et Dax, il en veut pas. Il veut pas de cette promotion. Voilà, il est Ouais. dégoûté. Et ça c'est fort aussi. C'est c'est la remise en question de la morale pendant la guerre. Ouais. Regardez, un homme moral, il est quand même pris pour quelqu'un d'immoral qui fait tout pour lui, alors qu'en fait il fait juste le bien. C'est c'est chirurgical comme film. Comme je disais au tout début, il y a maintenant 37 minutes, c'est un film qui, dans chaque scène, montre quelque chose. Dans chaque plan, a une idée en tête et la montre. Pour moi, c'est anormal de réussir un film comme ça. Et ce qui est C'est terrible, fou. c'est que quand il vient là et tout, pour révéler, il vient interrompre une fête. Là, il vient le déranger pendant sa fête où ça valse dans tous les sens. Là, Ouais. l'ironie est vraiment totale. C'est cette scène de party, c'est le party pooper, Colonel Dax. Mais non. Et puis bon bah à la fin, alors ça, bah, ils sont exécutés. Alors Dax, il est complètement pas. Il limite, il peut-être à deux doigts de vouloir démissionner, mais non, il peut pas. Enfin, Oui. le pire, c'est qu'il est bloqué dans le système, lui. C'est ça qui est violent. Et pendant ce temps, les soldats ont leur moment de pause et de divertissement. Alors là, c'est de la violence. Hein. C'est-à-dire qu'ils vont dans une sorte de bar ou je sais pas quoi. Et oh, il y a une femme. Bon, ça Ah! rappelle. Et ça, c'est ce qui se passe dans Fear and Desire où il y a une femme, elle va se faire violer et tuer, hein, enfin, grosso modo, par quelqu'un. Enfin, violer, je sais plus, mais en tout cas tuer par quelqu'un qui est devenu fou à cause de la guerre. Et ça renverra ce qui sera aussi
traité sur le niveau féminin dans Full Metal Jacket entre les prostituées locales ou la snipeuse qui va derrière prendre cher, hein, d'une façon, forcément, c'était la guerre, mais bon, la femme dans le cinéma de guerre de Kubrick, ça mériterait limite un truc à part. Hmm. C'est paradoxal. Et donc, cette femme, qui est probablement une prisonnière de guerre allemande, hein, probablement, on va forcer, on expose, voilà, c'est vraiment, hein, elle est exposée, et ils sont là en mode, une femme et tout. Horrible, hein. Les gens qui ont été détruits par la guerre, qui en deviennent détestables aussi. Mais alors, le miracle s'opère. Elle va chanter une chante, parce que voilà, allez, chante, elle est obligée, la pauvre. Elle chante d'ailleurs, c'est terrible, comme c'est une très bonne actrice. Il l'a Ouais. bien repéré, Kubrick. Parce qu'il l'avait vu dans une pièce de théâtre filmée et tout, ok. Il l'a super bien repéré. This is the girl, hein, vraiment. J'ai toujours Ouais, David bah, Lynch dans le cœur. Mais bon, oui, voilà, notre cher Monsieur Lynch. Même si je sais pas si Lynch et Kubrick on pourrait faire des à part Eyes Wide Shut, je sais pas. Et encore. Mais bon, ouais, restons quoique Shining. Non, mais bon, restons sur ce film-là. À ouais. la fin, elle va chanter forcée, et alors là, l'émotion se fait. Et en face, miracle, l'humanité revient. Voilà. Hmm. Enfin, ils se rendent compte que, mais en fait, ces belles choses qu'on a oubliées, des moments de grâce presque angéliques, hein, si on veut. Ouais. Eh ben ouais, c'est-à-dire qu'elle allait être peut-être, je sais pas, ça allait très mal se finir pour elle. Eh ben non, elle va être une sorte d'exemple d'humanité. Ils vont l'écouter, ils vont chanter un peu avec elle, et les larmes de la chanteuse, les larmes des soldats, c'est magnifique. Voilà, ça c'est magnifique. Et il faut pas Ouais. chercher autre chose que de l'humanité. Je sais que des gens essaient de surinterpréter Hmm. cette scène finale, mais non, c'est que l'humanité n'est pas morte. C'est une Oui. parenthèse malheureusement parce qu'après ils vont retourner au casse-pipe, mais au moins ça peut exister. Bah, pour moi aussi, pour moi, c'est vraiment Kubrick, il a eu l'idée de cette scène un jour, il a fait comme ça, je fais oh, la scène de fou. Et il s'est dit, maintenant je dois faire tout un film autour de cette scène. Pour moi, c'est ça. C'est possible, hein. Parce que Pour c'est moi, pas c'est dans le ça. bouquin ça. Pour, Je m- crois savoir que pour, c'est m- pas dans le bouquin ça. pour moi, Kubrick, il voulait vraiment montrer que, comme tu l'as dit, une once d'humanité dans cette guerre, un moment où Allemands, Français, soldats, civils sont tous ensemble, assez unis dans l'horreur que c'est. Et il s'est dit, je peux pas juste faire une scène de 4 minutes, il faut que je fasse quand même tout un film autour. C'est une scène magnifique, c'est l'une des plus réussies de sa carrière pour moi. Euh, le passage des sifflements à ensuite, allô, à ensuite ce chant, c'est magnifique. Et Allô? c'est un chant soldat allemand, donc il y a une union entre un chant allemand et les soldats français, peu importe. Là, il n'y a plus de différence, il n'y a plus de nation, il n'y a plus d'ennemis. Et Il n'y a plus de ça langue. serait intéressant, alors, je l'ai plus vraiment en tête exactement, de l'analyser avec, il me semble, hein, les larmes de la fille sniper quand elle va mourir dans Full Ouais, Metal Jacket. ouais. Mais là, par contre, c'est beaucoup plus pessimiste, hein. L'humanité, elle est Mm. presque morte dans Full Metal Jacket, je trouve, à ce moment-là. Oui, Mais à mais revoir, depuis le c'est début. intéressant ça. Mais dès le début, dans Fullmetal Jacket, l'humanité est morte. Ouais, Euh, beaucoup plus pessimiste bah, Kubrick après, hein, après plus oui, tard dans oui. sa carrière. Le camp d'entraînement, c'est la guerre avant l'heure. C'est le moment où on te met, mais on te dit, mais tu n'es plus un homme, tu es un soldat. Ton Ouais. meilleur ami, c'est ton flingue. Ce qui est d'abord dit ici. On le dit ici, c'est Miro qui le dit. Il dit, ouais, le fusil, c'est le meilleur ami du soldat. Et dans Fullmetal Jacket, il le répète avec Baleine, qui fait, ouais, regarde ce que mon meilleur ami il fait dans les toilettes. C'est Ouais, c'est vrai qu'en c'est 30 vraiment ans, le premier. bah, Ouais. Kubrick en 30 ans, voilà, il a avancé son cinéma, il est allé vers une forme de noirceur, hein. Parce que Eyes Wide Shut, son dernier film, il y a quelque chose de dur sur la destruction du couple. Alors c'est autre chose, mais l'humanité Sur le décès. interne dans l'intimité, Ouais. là, qui est détruite. Et c'est intéressant parce que je pense que c'est un réalisateur qui en a vu des vertes et des pas mûres. On peut refermer la zone spoiler, je pense, parce que on conclut sur Kubrick. Là, il était encore, j'ai envie de dire, mais alors, les gros guillemets, hein, naïf et innocent sur certaines choses, donc d'où l'humanité quand même qui apparaît, même si c'est dur comme film, très très dur. Et Mm. plus on va avancer dans sa carrière, plus il va connaître des polémiques. Là, il en connaît une en France. Après, il n'y a pas un film, à part peut-être 2001 Odyssée de l'espace, qui va pas connaître sa polémique, que ce soit sur ce qu'il fait sur les tournages où il pousse un peu trop, notamment ce qu'il a fait subir à l'actrice principale de Shining. C'est quand même Chez les très Duval, très, voilà, tout génie que ce soit, c'est quand bon, c- voilà. c'est chaud. Mais même elle a fait, mais oui, c'est quand Elle même comprend, parce que voilà. c'était une artiste, donc elle,
mais quand Mm. même, quoi. Et puis, bah, ce qui s'est passé sur Eyes Wide Shut, c'est compliqué, avec sa fille qui fréquentait la scientologie. Tom Cruise, il a mis le loup dans la bergerie indirectement, ce qui va indirectement créer probablement sa grande fatigue et sa mort derrière d'une crise cardiaque. Puis tout ce Bah, qu'il il y a était avant, déjà hein. fatigué, hein. Il était déjà Ouais. fatigué dans Ah oui, Is for Kubrick, le documentaire fait par son meilleur ami. On voit que, en fait, quand il est parti, il était seul en Angleterre dans sa maison. Il était déjà fatigué. C'est vraiment. Ice Watch Shot, c'était son dernier chant du cygne. C'est vraiment. C'est il est allé au l'apogée bout. de tous. Ah oui, voilà, c'est dire, ouais, regardez tout ce que j'ai fait. Bah, je vais vous l'offrir une dernière fois à tout le En monde. vrai, quelque part, s'il n'y avait pas la construction de ce film-là, même si c'est ça qui a précipité les choses aussi, il Mm. aurait peut-être pas tenu aussi longtemps, peut-être à ce moment-là Oui. aussi. Mais bon, voilà, après, il y a plein de films. Bon, Spartacus, ça a été très douloureux pour lui. D'ailleurs, bah, avec Kirk Douglas, ça a un petit peu pouf après. Hein, après Spartacus, ça a été plus compliqué. Il a pas eu. Alors, il a eu une grande carrière. Orange Mécanique, et forcément tout. Il s'est fait accuser de fascisme hein, sur Orange Mécanique, hein, Kubrick. Alors qu'il le dénonce, il dénonce le fascisme de Ah, l'État, mais tu vois, qui ont censuré son film, dans son qui ont cinéma, interdit parce son qu'il film. est très radical dans son approche, Kubrick, souvent. Donc forcément, il y a des gens qui vont avoir des interprétations. Même Et dans c'est vrai qu'il a 2001, il subi ça aussi dénonce. sur sa carrière. Lolita, ça a été un peu compliqué, je Ah, pense bien aussi, sûr. la réception. Oui, Hein. oui. Bah, dans tous ses films, il dénonce le fascisme. Dans, euh, dans Docteur Folamour, il montre à quel point l'État est autocentré et c'est qu'une bande Ouais. d'incapables. Dans... Euh, Voilà. euh, Et toute ressemblance avec l'actualité récente, évidemment, est purement fortuite, hein, évidemment, bien Bien sûr. sûr. Ouais, fortuite. Pour moi, Kubrick est la seule personne à avoir voyagé dans le futur. Je C'est m'explique. possible. Il a fait 2001. Il a, il a été dans le futur. Il a vu Elon Musk. Il a fait pour l'amour. Pour moi, il a voyagé dans le futur et je suis prêt à soutenir cette thèse pendant plusieurs heures. Mais même dans 2001, Vision. il dénonce la politique puisque ça se passe après la guerre froide. Mais lorsque le singe lance l'os pour créer la plus belle transition de l'histoire, on Ouais. assiste à une arme nucléaire qui tourne autour de la Terre. Dans le livre, ils disent que c'est justement une arme atomique. Oui. Ensuite, dans Space Station 5, quand Lloyd, j'ai plus son nom de famille, quand Lloyd rencontre les scientifiques russes, il y a toujours ce jeu de je suis américain, vous êtes russe, on va pas tellement échanger des informations. Il y a toujours, même dans son film qui est le plus loin de la Terre, il y a toujours cette politique dans son cinéma qui est toujours là. Hmm. Et justement, Les Sentiers de la Gloire, c'est le premier qui fait ça. Pour moi, c'est vraiment un grand Même cinéaste, si, Kubrick. même Mm. si je pense que Santé de la Gloire, pour le coup, sont plus progressistes, bah, en classant par époque, tu vois. Après, oui. Parce qu'après, c'est vrai que Kubrick, politiquement, c'est très difficile de le situer, mais contre une autorité d'un système qui broie l'humanité. Ça, quoi qu'il arrive. Oui, Ouais. vous faites vos interprétations comme vous voulez, de gauche, de droite, libérale, progressiste. On s'en fout. Je crois que lui-même, il voulait même pas trop. Bah, il a laissé un. Mais contre une autorité qui, un système qui va déshumaniser et il cherche il tente une réhumanisation par rapport à son cinéma. Des fois, il force dessus en y croyant. Là, c'est un peu le cas. Mais de toute façon, après, c'est une boucle, ça va recommencer. Le message à la fin est un petit peu négatif, pessimiste aussi indirectement. Mais après, évidemment, il Oui. va quand même plus glisser sur le fait que l'homme va se faire bouffer quand même. Ouais, il Mais la glisse fin en de dessous 2001 du Odyssée de possible. Ouais. l'espace aussi ouvre peut-être un nouveau départ. C'est marrant ça. Oui. Bah, c'est son film le plus futuriste. Et ouais, il ouvre peut-être sur un renouveau, sur quelque chose de nouveau qui arrive. Ouais, c'est fort probable. Mais quand je regarde sa filmographie, ouais, après 2001, qui est donc son film le plus positivisme, on va dire, de tout, voilà, Oui. même si je l'ai vu il y a pas longtemps, sur l'IA, il a quand même des doutes. En Surtout à 1969, c'est très l'époque. très fort. En 1969, c'est fort, hein. Voilà, c'est Sur surtout l'IA, il a ça. quelques doutes. Sur, sur la conquête spatiale, regardez, on vous envoie des outils qui peuvent vous tuer. C'est voilà. Mais ensuite, il a fait Orange Mécanique. Donc, film assez pessimiste sur comment l'État traite son peuple, sur comment la jeunesse va tourner, sur l'Angleterre en soi. Il vivait là-bas, du coup, voilà. Mm. Ensuite, Barry Lyndon, Shining.
Full Metal Jacket et enfin Eyes Wide Shut. Ouais. Il descend de plus en plus dans le pessimisme, mais Tu fais penser, mais intelligence artificielle, il aurait aimé faire intelligence artificielle que Kubrick a fait ah pour ouais. lui. Non, c'est Spielberg qui l'a fait pour lui. Que Spielberg a fait pour lui, pardon. Tu vois, j'avais les deux en tête en même temps. Et Spielberg en a fait un film qui est pas si optimiste que ça. Voilà, intelligence Ouais. artificielle, enfin, c'est compliqué. Et que Kubrick aurait fait beaucoup plus âpre, très probablement. Et Napoléon, bah, ça aurait pas été Ouais. forcément très positif hein, sur l'autorité par Oui. rapport au peuple. Hein. Voilà, voilà. Je sais pas. Mais bon, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que Les Sentiers de la Gloire, c'est un film. Bah, j'ai envie de dire, non, faut pas le réhabiliter. Il n'y a pas besoin de le réhabiliter. Il est quand même Non, reconnu et réputé, mais oui. c'est pas celui dont on parle le plus quand on parle de Kubrick. Et pourtant, Mais c'est le début. Mais c'est le c'est la début. base. C'est le début. Voilà. C'est le début Et de la même ce légende. qu'il a fait avant est intéressant. Hein. Ouais. Ce qu'il a fait avant est intéressant. Dans le Tu parles de travail Fear and du film Desire. noir, notamment. Voilà, c'est Oui, tu parles de Fear and Desire, l'Ultime Razia. surtout l'Ultime Même dans Razia et même Ouais, le ouais. baiser du tueur qui a son intérêt. Il y a des scènes de vraiment, voilà, c'est des trucs qui pourraient être dans la quatrième dimension, mais sans le côté SF. J'y pense maintenant, mais dans certains moments. Mais Fear and Desire, franchement, voyez-le, hein, il est sur YouTube. Mm. Il est loin d'être médiocre. Alors lui, évidemment, il était perfectionniste, vu ce qu'il a fait après, on peut le comprendre. Mais alors sur les thématiques, alors oui, il y a des acteurs qui sont quand même à la masse dans Fear and Desire. Mais c'est pas grave, ça renforce la folie et la déshumanisation à cause de ce qui se passe. Et ces voix off aussi qui reviennent mais pas là. Pas trop dans Les Sentiers de la Gloire, il y en a pas, mais il y a souvent sa voix off qui revient dans ses premiers films. Là, il a choisi d'être plus centré sur les personnages, qui est peut-être d'ailleurs qui fait que Mm. c'est enfin Kubrick qui prend la main, hein, qui l'ose. Voilà. Ouais. Mais voyez-le et n'hésitez pas à dire en commentaire d'ailleurs ce que vous pensez de ce film qui fait amusant donc, mais pas amusant à l'époque, va fêter ses 50 ans là dans quelques semaines. Mais oui, mais en vrai, en France. En Bien sûr. France. Mais en vrai, il a 68 ans. Voilà. Non, quand même, 18 ans pour l'avoir en France, on n'était pas loin du scandale, quoi. Mais, Et dites aussi c'est quoi votre Kubrick préféré et pourquoi en plusieurs voilà. commentaires, comme ça fait du référencement. C'est ça, En plusieurs fois. référencé en. Ah, c'est C'est-à-dire ça. que vous faites une phrase par une phrase, genre 2001 mon film préféré, Non. première Faites phrase, que, faites qu'un deuxième phrase. commentaire. Parce que après, ça va spammer. Non, mais oui, n'hésitez pas à ouvrir sur Kubrick, sur sa filmographie, ses thématiques. Voilà, comme tout grand réalisateur, thématiquement, d'une richesse Mhm. absolue. Et on n'a jamais fini d'y revenir, c'est-à-dire qu'on découvrira toujours. Et comme Bien la sûr. société évolue de notre présent, on voit des choses différemment. On a parlé de Fol Amour, c'est sûr, on va plus jamais le voir de la même manière, ce film. Et pour On cause. va se dire ouais, c'était une satire. Non, Non, non. mais bon, derrière toute Pourquoi jeter satire, Voyage dans le futur? derrière toute Voilà. satire, regarde Orange Même si- Mécanique, hein, il peut y Ouais. avoir des fonds de vérité de certaines choses qui finissent par émerger. C'est ça, et dystopie aussi. Hein. Vous verrez quand le gouvernement ils vont faire un programme pour nous forcer à adhérer à leurs opinions politiques. Vous verrez, vous l'aurez vu ici en premier. Ça va arriver, attention, hein. Mais pour ça, il y aura Tout ce l'intelligence qu'il a fait va artificielle. arriver. Non, c'est Ouais, bien l'intelligence sûr. artificielle qu'on va nous greffer dans le cerveau. Ce sera plus simple comme ça. Voilà. Mais bon, on verra. Peut-être si vous voyez cette vidéo dans 20, 30 ans, si YouTube existe encore et si le monde existe encore, vous rigolerez bien sur ce qu'on est en train de dire. Et nous, on rigolera pas. Ouais. Voilà. Mais, mais en tout cas, merci, mon cher Théo, parce que oui, Albator, son vrai prénom, voilà, c'est Théo, c'est Il pas m'a écrit. dit. Voilà. Non, c'est Mais Kubrick bon, 50. et puis C'est vous mon vrai pouvez prénom. retrouver Théo sur la septième illusion, bien sûr, hein, plusieurs records dont C'est certains vrai. ensemble. Ah, tiens, intelligence artificielle, on avait parlé du robot sauvage ensemble, hein, Super. hein, C'était, qui aurait pu être moi, Kubrick. Hein. je l'ai vu et j'ai trouvé ça super. La vidéo, hein, évidemment. Ah J'ai ouais. trouvé super celle de Gladiator. Ah C'était oui, c'est super. vrai qu'on a parlé de Gladiator 1 et 2. Bien sûr. Non, 1, que le Non, 1. non, non, Toi Gladiator et 2, moi, c'était 1. avec Sawyer. Voilà, Ouais. c'est ça. Et puis, peut-être, tu cookes des trucs peut-être sur ta chaîne perso pour bientôt. Donc, On verra, hein. moi, je suis en off, je vois les backstage et tu cookes des trucs. Maintenant, il faut se lancer. Voilà. Donc, donnez de la force à Albator en commentaire pour qu'il se lance dans le bain YouTube en Mais, solo. Allez. mais, mais Ouais. avant de me lancer, il faudrait que tu me donnes les clés de la salle du temps de Dragon Ball. Pour comme ça, genre, une journée dessus, ce soit genre une milliseconde dans la vraie vie. Ça m'aiderait. Ça, Ouais, c'est c'est. ça. Et Le temps n'est pas pour- extensible, malheureusement. tu, Ça, c'est. tu sais quand est tu sais c'est quand mon anniversaire de toute façon, donc voilà.
Mm. Alors, on va Voilà, t'acheter une tu machine à peux. voyager dans le temps. Comme ça, tu pourras voir Kubrick dans le passé et dans le futur. Parce que tu penses qu'il a voyagé dans le futur aussi. Mais oui. Mais il a voyagé dans le futur, je soutiens cette thèse. Il a voyagé dans le Si futur, vous il a fait. soutenez cette théorie, dites-le en commentaire aussi. Voilà. Bah, plein de commentaires. Et on vous dit à la prochaine. Bisous. Ciao!